compte Cette surtout que tout conférence va est... maintenant être enregistrée. Bon, alors là, il faut faire attention à ce qu'on raconte parce qu'on est filmé et enregistré. Merci Xavier. Donc je disais que tout était imbriqué. Donc en termes d'activité partielle, de reprise d'activité, bien entendu, surtout dans le contexte actuel, on ne peut pas faire l'économie de parler du document unique d'évaluation des risques. Je répondrai à vos questions. Moi, je n'ai pas prévu de diapo là-dessus. Volontairement, j'ai prévu un support assez court, puisque l'objectif n'est pas du tout de vous faire une présentation type cours magistral, ça ne présente aucun intérêt. L'idée, c'est vraiment de prendre prétexte des diapos du support pour qu'on puisse échanger et puis surtout vous apporter des réponses concrètes et sécurisantes en vue de la reprise d'activité. Alors, ce que je voulais vous dire en introduction, c'est que lorsqu'on parle d'activité partielle, l'activité partielle, c'est par définition une notion qui est collective sur le principe. Si on peut mettre en place la diapo suivante. Donc, un sommaire assez simple pour rester concret et méthodique. L'activité partielle, une mesure en principe collective. Et on va voir, je le disais tout à l'heure, que ça s'articule avec plusieurs choses, et notamment, et là je pense que vous aurez des questions, avec les fameux dispositifs d'absence exceptionnelle, type garde d'enfants, puisque vous savez qu'à partir du 1er mai, tous ces dispositifs ont été entre guillemets supprimés pour basculer dans le cadre de l'activité partielle. Donc ça rejoint directement notre sujet d'aujourd'hui. Pourquoi je vous dis l'activité partielle, une mesure par principe collective, puisque dans le cadre du redémarrage, et je vais aller directement au but, un certain nombre de chefs d'entreprise m'ont déjà interrogé en me disant j'aimerais que ce soit Dupont, Martin, en tout cas un tel ou un tel qui reprennent, et puis d'autres salariés, je n'ai pas forcément envie de m'appuyer sur eux pour la reprise. Bon, ce n'est pas aussi simple que ça, puisque dès les premiers textes sur l'activité partielle, vous savez que sur le site du ministère du Travail, on a un document qui est actualisé très régulièrement, le guide de l'activité partielle, notamment pour les gestionnaires paye et pour toutes les personnes qui interviennent au niveau des ressources humaines. Une évolution, j'ai envie de dire, quasi hebdomadaire, source d'informations parfois rétroactives qui déboussole un peu tout le monde. Dès l'origine, et c'est la diapo suivante, je vous l'ai mise volontairement, il y avait dans le texte une précision qui est toujours en vigueur, puisque je vérifiais en fait, voilà, c'est cette diapo-là. Je vérifiais encore hier le texte du guide de l'activité partielle qui a été mis à jour le 4 mai, qui est très clair, où on nous dit, en cas de réduction collective de l'horaire de travail, puisqu'aujourd'hui on parle de reprise, mais la reprise, tout le monde le sait, elle va être progressive. Donc on peut encore s'appuyer sur le dispositif d'activité partielle, puisque là j'enfonce une porte ouverte, mais je le précise tout de suite, l'activité partielle ne veut pas dire qu'un salarié est à 100% de son temps habituel de travail à la maison. L'activité partielle vise aussi bien entendu une reprise partielle, à temps partiel, dans le cadre d'un volume horaire que vous définissez en fonction de l'activité que vous êtes en mesure de donner à vos collaborateurs, mais qui, cette réduction d'activité, s'entend dans un cadre collectif. Et vous voyez, je vous l'avais surligné en bleu sur la diapositive, le texte est clair. Alors, ce n'est qu'un question-réponse, qui a une valeur de question-réponse. Ce n'est pas une loi, ce n'est pas un décret, ce n'est pas un règlement, mais en tout cas, la logique est celle-ci. En cas de réduction collective de l'horaire de travail, les salariés peuvent être placés en position d'activité partielle individuellement et alternativement. Donc là, il n'y a pas de délit de faciès ou en tout cas de choix discrétionnaire de l'employeur. Il faut qu'il y ait la mise en place d'un système de roulement, soit par unité de production, soit par atelier, soit par service ou autre. Donc pour prendre un exemple très concret, j'ai dans un service 4 personnes, j'ai une activité que je ne vais pas reprendre à 100% immédiatement, mais que je vais reprendre à 50%. La tentation du chef d'entreprise est de se dire je vais en prendre 2 que je vais remettre à 100%, les meilleurs, et les 2 autres, je vais les laisser à la maison. Et c'est là que ça bloque, puisque l'activité partielle est une notion collective, basée aussi sur le principe d'égalité de traitement, puisque les 2 salariés qui reprennent à 100%, bien entendu, vont être payés à 100%. Dans ce cas-là, c'est à l'entreprise de reprendre le versement du salaire. Et les 2 salariés qui seraient laissés en activité partielle totale, donc en chômage total, eux seraient indemnisés à hauteur
on le sait, d'environ 84% du net, et pourrait considérer qu'ils subissent une inégalité de traitement tout simplement du fait du choix qui est opéré par le dirigeant, qui a été de ne pas les remettre en service à compter de la reprise d'activité. C'est la notion en fait d'individualisation du travail de l'activité partielle, puisque c'est une notion collective qui aujourd'hui connaît malgré tout une exception, puisque l'ordonnance du 22 avril 2020 est intervenue. Si on peut passer, Xavier, sur la diapo suivante, s'il te plaît. Ordonnance du 22 avril, merci, ordonnance du 22 avril 2020, où on nous dit qu'on est, je vous ai mis le texte de l'ordonnance, tel quel, même si je voulais commenter, on va en parler, par dérogation au premier point de l'article L5122-1 du Code du travail. Donc on est bien sur un cas de dérogation. L'employeur peut placer une partie seulement des salariés de l'entreprise d'un établissement, d'un service ou d'un atelier. Donc là, on est directement en lien avec les dispositions qu'on a vues il y a 2 minutes sur le question-réponse du ministère du Travail, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle en position d'activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement qu'au sein d'un même service, je vais pouvoir, on va voir dans quelles conditions, mettre en place une répartition inégale de mon temps de travail, voire individualiser totalement l'activité partielle, en faisant le choix dans mon exemple de tout à l'heure avec mes 4 collaborateurs dans mon service, de n'en reprendre que 2 à 100% et d'en laisser 2 à la maison. Par contre, on nous dit, et c'est la fin de cet alinéa que j'ai souligné, cela est possible, premièrement, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité. Alors là, nous, juristes, on est habitués à ce type de rédaction large et pas forcément sécurisante. À partir de quand on peut considérer que l'individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité? Si on pose la question au dirigeant, il va nous dire que c'est forcément nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité. Inversement, si on interroge les salariés, ils vont peut-être avoir une lecture un peu différente, voire totalement différente. Sachant que ce texte sur l'individualisation de l'activité partielle, il n'est pas forcément évident à mettre en place, puisqu'il n'y a pas d'application directe de l'ordonnance. Il faut respecter un certain formalisme, puisque cette possibilité de faire un choix parmi les collaborateurs suppose soit un accord d'entreprise ou d'établissement, voire une convention ou un accord de branche. Donc là, au niveau des branches professionnelles, on voit que c'est très compliqué de négocier sur ce sujet de l'individualisation de l'activité partielle. Au niveau des accords d'entreprise, il n'est pas évident non plus en ce moment de négocier des accords d'entreprise, même si ce n'est pas impossible. Pourquoi? Parce qu'on a 2 cas de figure. Premier cas de figure où on négocie en présence d'un CSE, puisque vous savez qu'on peut négocier un accord d'entreprise avec les membres du CSE. Qui ces membres du CSE, on le voit en pratique, sont assez prudents sur l'invitation à la négociation, puisque ce sont forcément des élus qui ont besoin de consulter le personnel pour savoir si le personnel validerait ou pas la signature d'un accord d'entreprise sur le sujet. Et forcément, pour des entreprises où l'activité est totalement à l'arrêt, il n'est pas évident pour les membres du CSE d'appeler individuellement les collaborateurs pour prendre la température et ensuite harmoniser tout ça et mettre en place un accord d'entreprise. Donc ça, c'est un premier frein sur l'accord d'entreprise. Moi, j'y crois pas beaucoup. On n'en a mis aucun en place au cabinet. On voit que c'est quelque chose qui est très compliqué, surtout en période, j'ai envie de vous dire, hors Covid, ou lorsque vous abordez un sujet et que vous mettez sur la table des négociations, ça suppose quand même de bien expliquer le principe. Là, en plus, on est sur un sujet qui est très technique, l'individualisation de l'activité partielle, où par-dessus tout, on crée à travers l'accord des inégalités de traitement. C'est vraiment ça l'objet de l'individualisation de l'activité partielle. Deuxième possibilité, si j'ai un CSE, entre guillemets, qui est un peu moins courageux, qui ne veut pas prendre l'engagement de vous signer un accord d'entreprise, je suis toujours sur la même diapo. C'était le deuxième tiré de la fin de la diapo, mais Xavier, il est plus rapide que son ombre et il a déjà dégainé la diapo numéro 6. Si on pouvait juste se remettre
s'il te plaît, Xavier, sur la diapo numéro 5. Je suis un peu trahi par la technique, je suis désolé, mais j'ai Pas de souci. voilà. J'ai un peu de retard quand je les passe. Voilà, c'est celle-ci, la diapo numéro 5. Excuse. Ouais, mais à chaque fois, j'ai du mal, ça bouge pas. Quand je bouge, ça bouge. Excusez-moi. C'est un nouveau métier. Mais je vais pas rester sur celle-là. Je pense que là, ça va le faire. C'est celle-ci, la numéro 5. C'est bon, je bouge plus. Merci. Donc, je vous l'ai dit, accord d'entreprise ou d'établissement, compliqué. Si j'ai un CSE, pour les raisons qu'on vient de voir, c'est difficile. Si j'ai éventuellement sur des structures de plus de 50 un délégué syndical, c'est pas plus simple. C'est peut-être même plus compliqué avec un délégué syndical qu'avec avec les membres du CSE. Et on a la possibilité, malgré tout, de se limiter à une consultation du CSE qui doit rendre un avis favorable. Donc, je vous rappelle qu'en matière de consultation du CSE, lorsqu'on a l'obligation de les consulter sur un sujet précis, le principe issu du Code du travail, c'est que l'avis qui est rendu par le CSE ne lie pas l'employeur. Donc le CSE vous rend un avis favorable ou défavorable, vous n'avez qu'une obligation consultative et vous pouvez poursuivre votre processus décisionnel. Ça, c'est le principe. Sauf qu'en matière d'individualisation de l'activité partielle, on est sur une exception, puisqu'il faut nécessairement ce qu'on appelle un avis conforme du CSE ou du conseil d'entreprise, c'est-à-dire qu'il faut obligatoirement que le CSE vous rende un avis favorable. Quand bien même vous consultez votre CSE en respectant toute la procédure, convocation écrite, transmission de l'ordre du jour, etc., dès l'instant que le CSE vous rend un avis défavorable, toute idée d'individualisation de l'activité partielle disparaît. Et on imagine mal un CSE refuser de signer un accord d'entreprise, mais vous rendre un avis favorable au titre d'une consultation, puisque la conséquence serait strictement identique. Et ce que je vous disais avant, c'est que si on n'a ni accord d'entreprise, ni avis conforme du CSE, dès l'instant qu'au niveau des branches professionnelles, c'est un sujet qui est un point d'achoppement et qui est très difficile à négocier, on est complètement bloqué pour individualiser l'activité partielle dans le cadre juridique. Parce que dans un deuxième temps, je vais quand même vous proposer d'autres idées et d'autres solutions, puisqu'on se rend compte que ce cadre juridique est assez contraignant. Il aurait été préférable que le texte nous dise qu'on puisse directement individualiser l'activité partielle dans un cadre précis, ce qu'on aurait appelé une application directe de l'ordonnance. Non, l'ordonnance passe par une étape supplémentaire et nous impose de négocier et de conclure, en quelque sorte, au niveau de l'entreprise, que ce soit dans le cadre d'un accord d'entreprise ou d'un avis favorable du CSE. Ça, c'est sur le formalisme. Ensuite, restons optimistes, on pourra avoir malgré tout un CSE tout à fait disposé à rendre un avis conforme. Dans ce cas-là, on poursuit au niveau des diapos. Xavier, si tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. On a un certain nombre de conditions. Ce n'est pas parce que le CSE vous dit qu'il est prêt à accepter l'individualisation de l'activité partielle qu'on s'arrête là, puisqu'il faut un support écrit. Si c'est un accord collectif, c'est évident. Si c'est entre guillemets une décision unilatérale validée par le CSE, il faut malgré tout un écrit qui doit comporter notamment les points suivants. Premier point, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier. C'est-à-dire que là, il va falloir, en lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure, être en capacité de définir quelles sont les compétences
identifiés comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité. Est-ce que dans une entreprise, j'ai des services clés? Si c'est le cas, il va falloir s'interroger par service, hein, et non pas forcément au niveau de l'entreprise. Mais si on veut individualiser, on pourrait très bien imaginer une entreprise qui a 3 grands services distincts et qui ne souhaite individualiser l'activité partielle qu'au sein d'un service, par exemple, sur le service administratif. Prenons cet exemple concret. J'ai 5 personnes au sein de mon service administratif. Quelles sont les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité de l'entreprise? Ça suppose finalement de se faire juge de la compétence des salariés et de leur polyvalence. Donc là, on aborde tout de suite un point qui est relativement subjectif, pas facile à définir. On doit définir également des critères objectifs liés au poste, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles. Donc on se rend compte que la tâche n'est pas forcément facile. Justifiant, nous dit le texte, la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées. Sachant que ces différents points qu'on est en train de voir ensemble sont obligatoires dans le texte. Ce n'est pas alternatif. Troisième point, cet accord ou ce document doit déterminer les modalités et la périodicité qui ne peut être inférieure à 3 mois, selon lesquels il est procédé à un réexamen périodique des critères précités. Donc déjà, il faut réussir à les fixer et il faut s'engager à les revoir au moins tous les 3 mois pour les rediscuter en fonction de la reprise progressive de l'activité. Donc, je me remets sur ce que je vous disais, modalité et périodicité qui ne peut être inférieure à 3 mois, selon lesquels il est procédé à un réexamen périodique des critères précités, afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise, en vue, le cas échéant, d'une modification de l'accord ou du document. Sachant que ce document, parallélisme des formes, si vous l'avez négocié avec votre CSE qui a rendu un avis favorable, il va falloir encore une fois obtenir l'avis favorable du CSE pour le modifier. Donc, pas évident dans la mise en œuvre. Il doit, ce document, déterminer également les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés. Et enfin, il doit définir les modalités d'information des salariés de l'entreprise sur l'application de l'accord pendant toute sa durée. Une fois que je vous ai dit ça, je pense que je ne vais pas vous surprendre si je vous dis qu'on va avoir beaucoup de difficultés à signer des accords d'entreprise sur l'individualisation de l'activité partielle ou à mettre d'accord le CSE, puisque chacun de ces points doit être discuté, négocié et faire l'objet d'un support écrit. Et j'ai envie de dire coécrit, puisque l'employeur doit nécessairement avoir l'adhésion du CSE. Là, je ne sais pas si vous souhaitez intervenir, rebondir sur ce que je viens de dire. Oui, alors oui, je pense qu'il faut le faire à ce moment parce que c'est assez technique et y revenir après peut perturber un peu la compréhension. J'ai 2 questions de Crisée qui peut elle-même les poser si elle le souhaite ou je m'en fais le relais. Non, elle ne veut pas. Je crois comprendre. D'accord, elle ne veut pas, donc je m'en occupe. Elles sont très simples. Ce serait d'avoir des exemples de critères objectifs, la première question, et la deuxième, des exemples sur la vie professionnelle et la vie personnelle. Oui. Alors, sur les critères objectifs, je vous donne un exemple très concret. J'avais la question ce matin dans le secteur automobile, où il était question de faire une différence au sein de l'atelier, puisque lorsque vous amenez votre véhicule en réparation, vous êtes accueilli par une personne qui s'appelle dans la convention collective de l'automobile un réceptionnaire. Vous avez des réceptionnaires mécaniques, vous avez des réceptionnaires carrosserie et vous avez différents types de réceptionnaires. Aujourd'hui, pour rester sur cet exemple concret, on se rend compte qu'on a une reprise de l'activité économique dans le secteur automobile sur l'entretien courant des véhicules, ce qu'ils appellent les vidanges, plaquettes, etc., mais que sur la mécanique lourde, il n'y a pas d'activité. Donc là, forcément, si vous accueillez des clients qui viennent pour l'entretien courant, il faut que ce soit un réceptionnaire qui soit plutôt formé sur l'entretien courant
que sur la mécanique lourde. Pour autant, est-ce que c'est un critère objectif pour deux salariés qui ont le même coefficient dans la convention collective, qui ont une rémunération qui va être du même ordre, que de dire qu'il y a des critères objectifs liés à leurs connaissances et à leurs compétences techniques, du fait de ces besoins en termes d'activité. Donc, les critères objectifs liés au poste, j'ai envie de dire, ils sont nécessairement subjectifs. Parce qu'aujourd'hui, accueillir un client pour prendre son véhicule en main et lui assurer la remise en main à la fin en lui disant grosso modo quels sont les travaux qui ont été effectués sur le véhicule, est-ce que c'est très objectif que de dire qu'il faut une connaissance pointue sur la mécanique lourde ou plutôt sur l'entretien courant du véhicule? La question est intéressante, surtout qu'on n'a pas du tout de circulaire d'interprétation, on n'a aucun exemple concret. Donc la charge à chacun de définir ce qu'il entend par critères objectifs liés au poste ou aux fonctions occupées. Deuxième exemple que l'on pourrait prendre sur un service administratif. Sur un service administratif, j'ai des secrétaires, j'ai 3 secrétaires, j'en ai une qui est en charge des affaires courantes, mais malgré tout avec une polyvalence dans les tâches, et une sur les 3 qui est plus orientée comptabilité, même si sur le papier ce sont 3 secrétaires, il y en a une qui est plus orientée comptabilité. On peut considérer aujourd'hui que la comptabilité est un élément objectif, indispensable à la reprise d'activité, qui va permettre de considérer que cette compétence supplémentaire puisse justifier une individualisation de l'activité partielle. Donc, charge à chacun en fonction des postes de définir en quelque sorte une liste des tâches, un tronc commun, si on peut dire, par salarié, et ensuite d'ajouter les compétences particulières que peuvent avoir certains salariés et être en mesure enfin de justifier que ces compétences particulières sont indispensables à la reprise d'activité. Enfin, on nous dit nécessaire, indispensable, je trahis un peu le texte, nécessaire au maintien ou à la reprise de l'activité. Donc il faut être en capacité sur des postes de travail identiques, être en capacité d'opérer une distinction sur la base des compétences. Donc c'est très compliqué parce que je lisais le chat en ce moment, qui peut contester finalement la position qui est prise? Les salariés, bien entendu. Où là, on revient sur un sujet assez régulier, qui est celui de l'entretien annuel d'évaluation, voire des entretiens professionnels qui ont lieu tous les 2 ans, où on pourrait nous dire, je pousse le bouchon, mais je cherche quand même à anticiper les problèmes. Je suis une des 3 secrétaires, je ne suis pas celle en charge plutôt des affaires comptables, mais je vous avais demandé une formation en comptabilité depuis 2 ans que vous m'avez refusé. Donc finalement, aujourd'hui, je me retrouve pénalisé, puisque moi, vous voulez me laisser au chômage partiel parce que je ne suis pas en mesure de travailler sur des dossiers comptables, sauf que cette demande, je vous l'avais formulée et vous l'avez refusée depuis 2 ans. Donc là, on va ouvrir le champ à d'autres discussions sur l'obligation de formation des salariés aussi, puisque les compétences à l'instant T, ok, on fait un focus, on fait la photographie, mais elles sont aussi, j'ai envie de dire, l'aboutissement de la politique de formation qui a été mise en place dans l'entreprise. Donc je trouve que c'est un sujet déjà qui est très glissant, parce que qu'est-ce qu'un critère objectif lié au poste? Le texte ne nous le dit pas, et surtout qui peut nous amener sur d'autres terrains contentieux, notamment en termes de formation professionnelle et d'inégalité de traitement. D'accord. Alors, je fais plusieurs choses à la fois. 1000 excuses si tu as répondu à la deuxième partie de la question, qui était sur la condition et les modalités particulières entre conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle. Oui, c'est une excellente question. Si quelqu'un a des idées, je suis preneur. Parce que là aussi, non mais l'articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale, on se rend compte que c'est, dans le cadre de la qualité de vie au travail, une notion qui revient de manière récurrente. Que sont les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale? À mon avis, c'est directement en lien avec le télétravail aussi, parce qu'on se rend compte aujourd'hui
que l'articulation de la vie familiale et la vie professionnelle est difficile pour les salariés qui sont en télétravail, voire qui sont aussi en présence d'enfants et qui doivent leur faire l'école à la maison. On peut imaginer, hein, à mon avis, que ces dispositions puissent permettre de faire une différence entre des personnes qui ont des enfants à charge, qui étaient éventuellement en dispositif de garde d'enfants et qui vont basculer en activité partielle, qui malgré tout ont des contraintes familiales. Puisque je vous refais juste la photographie, que ce soit bien clair pour tout le monde. Lorsque les mesures de confinement ont été annoncées, on a eu un premier dispositif exceptionnel de garde d'enfants qui permettait d'être absent. C'est une autorisation exceptionnelle d'absence et c'est l'assurance maladie qui prenait en charge. Depuis le 1er mai, ces salariés ont basculé en activité partielle. Est-ce que ça ne veut pas dire que ces salariés pourraient être une source de distinction objective où l'employeur pourrait dire « moi je veux aussi protéger votre vie personnelle et familiale, vous avez des enfants à charge que vous devez garder, vous êtes en activité partielle, donc je vais donner priorité dans le cadre de la reprise à des salariés qui n'ont pas de contraintes en termes de garde d'enfants pour permettre à vous de faciliter finalement l'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle. » Ça, je pense que c'est quelque chose qui serait pertinent et qui serait plutôt considéré comme une discrimination positive fondée justement sur l'articulation vie professionnelle, vie personnelle. Entendu, je comprends. Juste peut-être pour la bonne compréhension, tu parles de mesures qui s'appliquent et souvent de conditions en accord avec un CSE. Donc, est-ce que le CSE étant obligatoire pour les plus de 11, pour ceux qui n'auraient pas de CSE, est-ce que les mêmes conditions s'appliquent? Est-ce qu'il pour qu'on ne perde pas trop les gens qui seraient à l'écoute aujourd'hui et sur des moins de 11? Alors, sans CSE, ça ne veut pas dire que je peux le mettre en place de manière unilatérale. Puisque sans CSE, forcément, la deuxième possibilité, l'avis conforme du CSE, n'a pas lieu d'être, je n'ai pas de CSE. Par contre, je peux techniquement mettre en place un accord d'entreprise, puisque lorsque je suis une structure de moins de 20 salariés sans CSE, juste une parenthèse, si je suis entre 11 et 20, ce que je vais vous dire est vrai si j'ai un procès verbal de carence, donc 2 cas de figure, moins de 11, je n'ai pas de CSE, c'est normal puisque je ne suis pas dans le champ d'application. Si j'ai un effectif qui est compris entre 11 et 20 salariés, mais que je n'ai pas de CSE parce que j'ai organisé les élections et je n'ai pas eu de candidat, j'ai donc un PV de carence. Dans ce cas de figure, pour toutes les entreprises qui ont moins de 20 salariés, je peux signer un accord d'entreprise avec les 2/3 de mon personnel, puisque depuis les ordonnances Macron, il y avait un vide juridique avant qui n'existe plus. Depuis les ordonnances Macron, je peux signer un accord d'entreprise s'il est ratifié par les 2/3 de mon personnel. Alors, ça c'est possible. J'ai envie de dire tout dépend du climat social dans l'entreprise et du niveau d'entente avec les collaborateurs. Dans la mise en œuvre, c'est pas évident non plus, puisque les textes sur la ratification par les 2/3 du personnel nous disent que le scrutin doit avoir lieu à bulletin secret. Ça suppose donc de réunir l'ensemble du personnel dans un lieu déterminé, d'organiser un scrutin, ce qui en temps normal n'est déjà pas évident, avec toutes les contraintes en termes de respect des gestes barrières, de toutes les mesures de prévention que l'on connaît aujourd'hui, et éventuellement de collaborateurs qui pourraient ne pas vouloir se déplacer parce que considérant qu'il y a un risque sanitaire ou autre. Sachant que la ratification par les 2/3 du personnel s'entend de la ratification par les 2/3 de l'effectif total. Exemple très concret, j'ai 10 salariés, j'en ai 3 qui se présentent au scrutin et j'en ai 2 qui sont d'accord. Sur les 3 présents, j'ai donc les 2/3. Mais non, ça ne marche pas, puisqu'il me faut la ratification des 2/3 de l'ensemble de mon personnel. Donc, premièrement, ça suppose qu'il y ait au moins les 2/3 du personnel qui se déplacent dans l'entreprise pour participer à ce scrutin. Et si vous n'avez que les 2/3 du personnel qui se présentent, eh bien, il va falloir impérativement que toutes les personnes présentes soient d'accord.
Mais c'est techniquement possible de mettre en place un accord d'entreprise dans une structure sans CSE. Par contre, du coup, ça devient la seule possibilité de mise en place. Si le personnel n'adhère pas à ce projet d'individualisation de l'activité partielle, le processus s'arrête et je ne peux pas mettre en place de décision unilatérale. Donc là, je suis bloqué d'un point de vue juridique. Entendu. Je vois qu'il y a une question. Petites entreprises sans CSE, ils ont pratiqué l'individualisation sans aucun accord. Parfois DUE pour ceux qui ont maintenu le salaire à 100% du net, mais comment se mettre en règle? Excellente question, puisque là, il est difficile de se mettre en règle quand on est totalement en dehors des clous, bien évidemment, et j'ai moi-même des clients qui m'ont dit c'est pas grave, on prend le risque, j'assume. J'ai une équipe de 5, moi je prends ces deux-là parce que ce sont les deux meilleurs, donc il faut que je redémarre avec les meilleurs, les 3 autres je les laisse à la maison, j'assume. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour régulariser? Seule solution, ça serait d'avoir un accord d'entreprise ou éventuellement une décision unilatérale avec avis conforme du CSE qui viendrait autoriser l'individualisation de l'activité partielle. Ça serait possible. Deuxième solution, là finalement, si vous suivez un peu mon propos, je suis en train de vous expliquer que c'est très compliqué d'individualiser l'activité partielle. Alors vous allez vous dire, bah, finalement, on aurait mieux fait de ne pas se connecter parce qu'il ne nous donne que des mauvaises nouvelles. Mais non, ça c'est la première partie du propos, je vous rassure. Toujours en 2 temps les interventions, vous savez, il faut capter l'attention des participants, les faire un petit peu trembler et leur dire ensuite qu'on a des solutions et heureusement qu'on a des solutions à vous proposer. Ce que je veux simplement vous dire, c'est que sur l'ordonnance du 22 avril, c'est une catastrophe ce texte. Je vous dis les choses comme je les pense, puisqu'on se rend compte qu'on a beaucoup trop d'écueils et que c'est une usine à gaz à mettre en œuvre. Voilà, ça c'est clair. Pour autant, chaque chef d'entreprise a besoin d'individualiser l'activité partielle. Dire aujourd'hui on met en place des tableaux de roulement, oui, on va mettre en place des tableaux de roulement. Après, on sait très bien que sur un redémarrage d'activité, on a besoin, là aussi, d'avoir des salariés, mais peut-être qui travaillent à 100% et d'autres qui restent à la maison, puisque n'oubliez pas que lorsqu'au départ, le texte nous disait l'activité partielle, on met en place des roulements. Dans le cadre de la reprise, aujourd'hui, on le sait, on nous parle d'équipes décalées, donc ce qui supposerait d'avoir des équipes différentes avec des heures d'arrivée et de sortie décalées, ce qui parfois est strictement impossible à mettre en place. Je prends un exemple très concret et je reste sur mon exemple dans la mécanique. Imaginez que sur un véhicule, il y ait 4 heures de boulot et qu'on dise ah bah c'est l'équipe 1 qui va attaquer le véhicule pendant 2 heures, on va laisser le véhicule sur le pont. Il ne faut surtout pas qu'il croise l'équipe 2 parce que geste barrière, il est interdit de se croiser. Donc l'équipe 2 va arriver sans savoir où en est le chantier sur le véhicule et va devoir reprendre la suite. Enfin, c'est un peu de Charlie Chaplin et on se rend compte que tout ça c'est bien pour les énarques, mais que dans la vraie vie, non, il faut que ce soit le même type qui commence la voiture et qui la termine avec un temps de travail qui n'est pas toujours quantifiable en amont et des difficultés qui peuvent se poser. Donc il faut qu'on trouve des solutions pour l'activité partielle. Première solution, je ne vous l'ai pas mis dans le support parce que ça, ce n'est pas juridique, mais c'est quand même une solution très pragmatique, mais qui est pour moi totalement sécurisée d'un point de vue juridique, qui est dans un premier temps de faire un appel au volontariat. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'individualisation de l'activité partielle type ordonnance du 22 avril 2020, très compliqué à mettre en œuvre. Ça veut dire que finalement, on revient au point de départ. On revient au point de départ et je me mets à la place du chef d'entreprise qui se dit donc j'ai 5 salariés dans mon équipe déterminée, j'ai besoin de 2 et puisque j'ai peur d'aller au prud'homme, puisque j'ai peur d'un procès quel qu'il soit, je vais appliquer de manière très stricte les textes et je vais donc mettre en place un roulement pour assurer un temps de travail strictement identique entre les collaborateurs. Donc, exemple, j'en ai 6, je suis à 50%, ben je vais faire travailler les 6, mais à mi-temps. Sauf que dans la vraie vie,
sur les 6, statistiquement, vous en avez toujours un qui n'a pas envie de reprendre parce qu'il est très inquiet des conditions sanitaires. Et là, finalement, en appliquant strictement le risque, je prends éventuellement le risque que la personne vienne opposer éventuellement un droit de retrait. J'ai une équipe de 6, j'en ai un qui ne veut pas reprendre, mais à qui je demande de reprendre, puisque si je ne le fais pas revenir, j'individualise l'activité partielle sans support juridique. Donc pour être dans les clous, je lui demande de revenir. Sauf qu'il ne veut pas revenir. Il a deux solutions, soit il va voir son médecin traitant, qui va lui faire un arrêt de travail peut-être de complaisance, mais ça j'en parle pas puisque ça n'existe pas, soit éventuellement, il va se positionner dans un autre schéma qui va être de dire je vais attaquer sous l'angle de la prévention et du respect des règles sanitaires au travail, et je vais envoyer un joli courrier à mon employeur en lui expliquant qu'il n'a pas pris les mesures adéquates et que je ne reprendrai pas, que j'exerce donc mon droit de retrait avec un risque, j'ai envie de dire, de contamination des autres au titre du droit de retrait. Donc là, ça revient à faire revenir une personne qui n'a pas envie, à engager un bras de fer avec cette personne, dans un schéma où les avocats de salariés sont très à l'affût en ce moment, et c'est un euphémisme, de tous les sujets relatifs à l'hygiène et à la sécurité, et vous nous plantez un droit de retrait pour se parler simplement. Donc moi, ce que je préconise, c'est déjà de faire un premier état des lieux et de faire un appel au volontariat. Et on se rend compte, moi je l'ai fait chez tous mes clients, que sur l'appel au volontariat, ça fonctionne. Il y a des gens qui sont très contents de rester en activité partielle parce que 84% du salaire net, sans risque sanitaire, ça leur convient. Et finalement, c'est un équilibre qui est satisfaisant pour eux. Quand d'autres ont envie de reprendre, pour des raisons diverses et variées, souvent financières, ont envie et besoin de reprendre. Donc, cet appel au volontariat, ça permet déjà d'opérer une première individualisation du chômage partiel, puisqu'on parlait tout à l'heure de discrimination. Or, je n'ai plus de discrimination si j'interroge mes collaborateurs. J'en ai 6, j'ai besoin de 3. J'en ai 3 qui me disent qu'ils préfèrent rester à la maison, 3 autres qui me disent qu'ils sont d'accord pour reprendre. Si ça me va, je peux le valider. Alors là, il va falloir qu'on le formalise par écrit, bien entendu, et qu'on mette en place une procédure permettant d'apporter la preuve le moment venu de l'individualisation sur la base du volontariat, mais il n'y a aucun risque particulier puisque j'ai des volontaires. Donc je ne prends pas une décision discrétionnaire, discriminatoire. Bien entendu, l'appel au volontariat ne résout pas tout, puisqu'on pourrait vous dire, vous pourriez me dire d'ailleurs, si finalement les 3 que j'avais envie de voir revenir sont les 3 qui ne veulent pas revenir. Là, on reste avec notre pouvoir de direction au niveau de l'entreprise, avec la possibilité, malgré tout, de rappeler, mais ça charge à nous de bien l'écrire quand on fait l'appel au volontariat, qu'il ne s'agit, entre guillemets, que d'un sondage et d'une interrogation qui ne s'imposera pas au chef d'entreprise. Donc si, j'ai envie de dire, les résultats du scrutin au titre du volontariat me vont bien, je peux les valider, mais ensuite, si j'arrive à expliquer que j'ai besoin de tel collaborateur qui a une compétence technique particulière et que je lui demande de revenir à 100%, son refus serait fautif. Donc je ne perds pas en fait la main lorsque je lance un appel au volontariat. Ça, c'est quand même un point très important. C'est un point important, c'est aussi, j'ai envie de dire, la règle de la bonne intelligence, parce que le code du travail, on l'ouvre quand on a des problèmes, pour résoudre des problèmes, mais on peut aussi imaginer un mode de fonctionnement sécurisé, intelligent, sur la base de pratiques qui en plus sont socialement très acceptables pour les collaborateurs, puisqu'on se rend compte aujourd'hui qu'on a malgré tout des salariés qui réagissent très différemment par rapport au virus, certains, je le disais tout à l'heure, qui ont envie de reprendre, et d'autres qui sont profondément inquiets, et je pense de manière sincère, d'une reprise d'activité, parce que ayant éventuellement eu dans leur entourage proche des personnes atteintes du Covid ou des proches peut-être un peu plus fragiles, mais là je peux être sur un dispositif d'arrêt de travail en activité partielle si je vis avec une personne vulnérable ou si je suis moi-même une personne vulnérable. Donc cet appel au volontariat permet déjà socialement, et j'ai envie de dire, d'apaiser les choses, puisqu'on ne va pas dans un premier temps passer par la contrainte qu'on pourra mettre en place. Mais ça permet déjà de faire un premier tri et donc d'individualiser l'activité partielle en dehors, et ça c'est fou parce que l'ordonnance n'y a même pas pensé, de dire partons de la base, faisons déjà un état des lieux,
qui veut reprendre, qui est pour, qui est contre, et puis en fonction des forces vives, laissons malgré tout aux dirigeants la possibilité de prendre la décision finale, mais ouvrons la discussion, puisqu'on nous parle de climat social, de négociation, etc. Laissons peut-être à chacun la possibilité de s'exprimer dans un premier temps. Donc ça, c'est le premier conseil que je vous donne, ce qui suppose quand même d'encadrer l'appel au volontariat. Il ne faut pas que ce soit fait n'importe comment. Il ne faut pas non plus se lier dans l'appel au volontariat, en rappelant ce que je disais à l'instant, la règle essentielle, mais encore faut-il l'écrire, que le volontariat, en tout cas les réponses données, ne viendront pas s'imposer aux dirigeants, parce que là, on aurait vraiment scié la branche sur laquelle on s'était assis. Mais ce premier mécanisme fonctionne. Et ensuite, ça permet de ne faire une individualisation de l'activité partielle, finalement, qu'à travers les salariés volontaires. Ça, c'est un premier levier, c'est l'appel au volontariat. Deuxième levier, on est aujourd'hui le 6 mai. Vous savez que les périodes de congés payés ne sont pas calées sur l'année civile et qu'il y a une date butoir au 31 mai pour les congés qui ont été acquis sur la période N-1. J'ai aussi la possibilité de rappeler à mes salariés qu'ils doivent impérativement poser, pour ceux qui n'ont pas soldé leurs congés payés, poser le solde de congés payés de N-1 avant le 31 mai, en rappelant qu'il y a la possibilité de ne pas reporter les congés payés après le 31 mai. Et l'utilisation des congés payés permet là aussi d'individualiser l'activité partielle, puisque ceux qui vont être en congés payés ne seront pas en activité partielle, et je n'ai déjà plus de choix opéré. Donc une fois que j'ai fait le tri entre les volontaires, que j'ai utilisé mes jours de congés payés, chez certains clients il en reste, que j'utilise éventuellement les jours de récupération, si j'ai un mode particulier d'aménagement du temps de travail. Et enfin, si j'utilise les dispositifs de garde d'enfants, puisque là aussi, va y avoir une sélection naturelle aussi déjà parmi les salariés, puisqu'au moins jusqu'au 31 mai, des salariés peuvent continuer à opposer finalement l'argument relatif à la garde d'enfants. Là, le texte est pas très clair, mais c'est l'interprétation que j'ai faite et j'ai eu plusieurs fois la question. Je vous donne la question et je vais vous donner la réponse par la même occasion. Puisque les écoles vont réouvrir progressivement, qu'en est-il d'un salarié qui prendrait la décision de ne pas remettre ses enfants à l'école alors que l'école est ouverte? Et pourrait-il malgré tout rester dans le dispositif d'activité partielle qui vient se substituer à l'ancien arrêt de garde d'enfants, alors que l'employeur pourrait dire « mais madame, monsieur, finalement c'est votre choix, vous avez une possibilité pour votre enfant puisqu'aujourd'hui votre école est ouverte ». Le ministère du Travail a mis à jour avant-hier la question numéro 17 dans le guide de l'activité partielle et semble nous dire que jusqu'au 31 mai, un salarié qui viendrait nous dire qu'il ne souhaite pas reprendre et qu'il ait la nécessité de garder son enfant puisse s'absenter sur une simple attestation sur l'honneur. Ce n'est que postérieurement au 1er juin 2020 qu'une attestation de l'établissement scolaire confirmant la fermeture partielle ou totale de la classe permettrait de justifier le maintien en activité partielle. C'est pour ça que je vous l'ai mis aussi dans le support, je crois que c'est une des diapos suivantes. Du coup, j'ai perdu le fil des diapos, mais c'est pas grave, je n'ai pas perdu le fil de mes explications. Oui, alors la durée des faits, vous avez compris ce que je pensais de l'ordonnance du 22 avril et de la difficulté à la mettre en œuvre. Donc tous les accords conclus, si on était très positif, si on arrive à conclure des accords sur l'activité partielle, ça ne produira effet que sur une période déterminée et prévue par le texte, puisque ça cessera au terme du délai d'un mois à compter de la date de cessation de l'état d'urgence sanitaire, qui, je vous le rappelle, a été prolongé jusqu'au 24 juillet. Donc ça nous permettrait d'aller jusqu'à fin août, pour l'instant, sur un texte qui serait conclu au niveau de l'entreprise. Mais je pense que les autres leviers que je suis en train de vous proposer sont quand même beaucoup plus faciles à mettre en œuvre, beaucoup plus sécurisants et beaucoup plus acceptables aussi socialement pour préserver malgré tout une bonne entente, puisque ce n'est pas le tout de reprendre, encore faut-il reprendre dans de bonnes conditions sociales. Et on le voit, l'activité partielle a été une source d'angoisse, bien entendu, pour le chef d'entreprise. Il ne savait pas trop comment traiter les bulletins de salaire jusqu'à la dernière minute, ça c'est évident, mais aussi pour les collaborateurs qui étaient très suspicieux des conditions d'indemnisation au titre de l'activité partielle
Et si maintenant on vient, j'ai envie de dire, rajouter une couche au millefeuille en faisant de l'individualisation de l'activité partielle avec un risque d'inégalité de traitement et de discrimination, je crains que la reprise se fasse dans un climat pour le moins tendu. Donc ce n'est pas du tout l'objectif. L'objectif, comme je le disais tout à l'heure, c'est de ne sortir le code du travail que lorsqu'on cherche une solution, parce qu'on ne l'a pas trouvé par la règle de la bonne intelligence, qui cette règle doit malgré tout rester conforme aux dispositions légales. Mais ça, c'est naturel et c'est un peu mon job que de donner des conseils pratiques et bien entendu sécurisés par rapport au cadre légal. Est-ce que Xavier, tu peux éventuellement, ou tu souhaitais intervenir peut-être? Alors, je ne sais pas jusqu'où on va de la présentation, peut-être on va les questions, mais il y a quand même. Alors, me semble-t-il, tu as parlé du volet salarié, donc dialogue social. J'avais sur le chat une interrogation dans le sens où on paierait 100% de la rémunération. Est-ce que ça pourrait éviter le risque? Je pense qu'à l'instant T, ça pourra permettre de faire travailler la personne, mais ça n'évite pas une contestation ultérieure. Mais peut-être tu corrigeras si je me trompe. Et aussi, à ce stade, une question sur l'administration. On a parlé de la contestation possible des salariés. Il y a beaucoup de questions, une interrogation sur la contestation possible de l'administration lors de la déclaration de mise en place ou de l'individualisation du chômage partiel, avec une précision sur dans le cas où le CSE aurait remis un avis favorable. Donc la question est générale, mais là aussi devient particulière. Alors, premier point sur le maintien de salaire à 100%. Et on se rend compte que finalement, il y a un certain nombre d'entreprises qui ont souhaité accompagner les salariés et, à travers une décision unilatérale, maintenir la rémunération à 100%. Tout à l'heure, quand je parlais de risque d'inégalité de traitement, je m'étais mis hors situation où l'employeur maintient à 100%. C'est-à-dire cas de figure classique, je suis en activité partielle et j'ai un maintien de salaire à 84%. Financièrement, ça devient dur à tenir et c'est pour cette raison que je souhaite être vigilant finalement à ce que va demander l'employeur et surtout sur le choix qui va être fait par l'employeur au niveau des salariés qui vont reprendre. Puisque moi, j'aimerais reprendre à 100%, j'ai besoin de mon salaire à 100%. Là, j'ai un risque de discrimination si on me laisse au chômage partiel. Mais inversement, si j'ai un maintien de salaire à 100%, je pourrais aussi m'estimer discriminé si c'était, mais là c'est le raisonnement complètement inverse, dans le premier cas, je suis discriminé si on me laisse à la maison, et dans le deuxième cas, je suis discriminé si on me fait reprendre, puisque moi, pour avoir 100% de mon salaire, je suis obligé de me lever tous les matins et de travailler à hauteur de 35 heures par semaine, quand d'autres salariés sont laissés à la maison à 100% et ont une rémunération qui est strictement identique à la mienne, sans travailler du tout. Donc là, je crée une inégalité de traitement dans l'autre sens, où le salarié, dans le premier cas de figure, pourrait vous dire mais pourquoi c'est pas moi qui reprends alors que j'ai besoin d'argent? Et dans le deuxième cas de figure, le salarié qui vous dirait mais pourquoi c'est moi qui dois reprendre alors que finalement mon collègue de travail il est payé comme moi sauf que lui il travaille pas. Donc c'est sûr que dans la situation où il y a un maintien de salaire à 100%, c'est pas évident que d'avoir des volontaires. Ça, c'est pas insoluble, puisque la décision de maintenir à 100% est une décision unilatérale de l'employeur, qui se concevait dans un contexte d'urgence, bien évidemment, mais qui, à mon avis, doit être réfléchi dans un contexte de déconfinement. Et ce que j'ai fait par décision unilatérale, je peux le défaire par décision unilatérale. Alors, charge à chacun de vérifier comment était rédigée sa décision unilatérale. C'est sûr que s'il est écrit dans la première décision unilatérale que le maintien de salaire sera assuré à 100% pendant l'intégralité de la période de chômage partiel, ça pose la question de l'interruption en cours de route, mais ce n'est pas impossible, moyennant un délai de prévenance raisonnable. Il faudrait voir au cas par cas comment on pourrait atterrir. Soit vous avez des décisions unilatérales qui étaient faites au mois le mois, comme moi je l'avais préconisé à mes clients pour ne pas se lier pour le mois suivant, auquel cas, dans un contexte de déconfinement, rien n'interdit de remettre en cause ce maintien de salaire à 100% à compter du 11 mai, et par conséquent, d'avoir une position incitative à la reprise, parce que sinon, c'est sûr que si on demande aux salariés, vous avez le choix
soit vous venez travailler tous les jours pour avoir votre salaire, soit on vous propose de maintenir malgré tout votre salaire si vous n'êtes pas volontaire, on ne risque pas non plus de déchaîner les foules. Donc c'est peut-être le moment de se reposer la question aussi sur la position qui était prise sur le complément de salaire, étant précisé qu'à compter du 1er juin, un employeur qui voudrait compléter le salaire aurait certainement un coût supérieur puisque la base, le montant en tout cas assuré par l'État, va diminuer et ça a été confirmé à travers les différentes interventions politiques. Et sur l'administration, la remise en cause éventuelle par l'administration? Sur la remise en cause, j'y crois pas du tout, puisque là, on est vraiment sur une problématique individuelle. C'est-à-dire que l'administration va veiller surtout à ce qu'il n'y ait pas de fraude au niveau de l'activité partielle. Donc, dans mon exemple, j'ai un service où je reprends à 50%, que je paye les heures à Pierre, Paul, Jean ou Jacques, l'administration va se dire, moi, de toute façon, je paye 50% des heures qui sont chômées. Ensuite, comment l'employeur s'organise pour les répartir, ça, c'est sa problématique de chef d'entreprise, c'est sa responsabilité juridique et sociale vis-à-vis de son personnel, mais l'administration n'a pas de droit de regard là-dessus. Au titre de l'activité partielle. Donc on ne pourrait pas dire « Ah mais attendez, vous n'avez pas mis en place de tableau de roulement, donc je considère que vous ne respectez pas le principe d'égalité de traitement, et puisque vous ne respectez pas ce principe d'égalité de traitement, je refuse de vous indemniser. » Non, puisqu'en fait, lorsque les autorisations ont été données, les autorisations visent deux choses. Premièrement, un volume d'heures au niveau de la société globale, et deuxièmement, une durée déterminée. Donc si vous êtes toujours sur votre période d'autorisation d'activité partielle et que vous êtes dans le volume d'heures de l'enveloppe qui vous a été attribuée, charge ensuite au dirigeant de le répartir comme bon lui semble, sous réserve de toute cette problématique d'égalité de traitement et d'individualisation de l'activité partielle. Mais pour moi, c'est même quasiment sûr, en aucun cas le texte ne prévoit que le paiement par l'ASP suppose que l'employeur respecte les règles en matière de droit social pur. Entendu. Avec peut-être un peu de prudence en disant que c'est une vision à l'instant T et qu'évidemment, plus on va aller dans le temps, plus... Mais juridiquement, ça se défend quand même. Oui, mais j'entends bien, tout à fait. Non, je suis d'accord avec toi, Xavier, puisque les textes sont tellement rapides et surprenants parfois qu'il faut être prudent. Oui, et puis les montants et ce que ça peut représenter sont aussi assez hallucinants, parce que tout à l'heure, on a appris par la directe que c'était 1 salarié sur 2 en Occitanie qui était concerné par le chômage partiel. Le chiffre, le montant en euros était tellement important que je ne l'ai plus en tête. Donc voilà, il est clair que les conditions d'obtention de l'activité partielle, me semble-t-il, vont se durcir dans les mois à venir. On peut continuer le diapo si tu le souhaites. Oui, on poursuit, tout à fait. Alors, se poser aussi la question de l'individualisation de l'activité partielle pour les représentants du personnel. Pourquoi? Puisque, sans refaire tout l'historique du Code du travail sur la représentation du personnel, on le sait, le représentant du personnel est un salarié dit protégé, puisque dès l'instant que l'employeur prend une mesure à destination, ou en tout cas à l'encontre, je ne sais pas comment il faut le dire, parce qu'on est toujours là, la position du verre à moitié vide ou à moitié plein, il y a par principe une suspicion du Code du travail que cette mesure soit prise dans un but de discriminer l'intéressé au titre de son mandat, qui justifie qu'il y ait une protection particulière. Sachant que lorsque l'on modifie, lorsqu'on change les conditions de travail d'un salarié lambda, il y a une grande distinction en droit du travail entre ce que l'on appelle la modification du contrat de travail, type je change le salaire, je change la durée du travail, etc., ou là, que je sois un salarié protégé ou pas, il faut un avenant. Par contre, le principe, c'est que lorsque je modifie les conditions de travail, ça relève de mon pouvoir de direction. Vous étiez dans le bureau au fond du couloir à droite, vous passez dans le bureau au fond du couloir à gauche. Pour un salarié non protégé, c'est une mesure normale.
Pour un salarié protégé, ça devient suspicieux. Et dans ce cas, la règle est que le représentant du personnel doit accepter le changement des conditions de travail. Ça, c'est le principe. À partir de là, le texte avant tout le dispositif Covid, on va l'appeler comme ça, en matière de chômage partiel, nous disait que pour placer un représentant du personnel en chômage partiel, il fallait son accord. Alors, et ça, le texte était encore en vigueur, bien évidemment, lorsque tout a basculé le 16 et le 17 mars. Donc, nous, on a conseillé, bien évidemment, à nos clients, pour les représentants du personnel, de veiller à éviter toute discrimination, puisqu'on bascule directement sur le champ de la discrimination, où on était même en présence d'une fermeture totale de l'entreprise, contraint, c'était une aberration, mais c'était comme ça, de demander aux représentants du personnel s'il était d'accord pour continuer à travailler, y compris dans des commerces qui ne pouvaient plus fonctionner parce que sous le coup de l'arrêté de fermeture obligatoire. Donc autant vous dire que là, c'était vraiment une aberration totale. Et sur la base de ces textes, à l'instant T, c'est-à-dire mi-mars, le représentant du personnel qui aurait levé le doigt en disant non, ben, j'ai bien réfléchi, finalement je ne suis pas d'accord, on aurait été dans l'obligation juridique de maintenir sa rémunération avec les charges sociales puisqu'on n'aurait pas pu le basculer en activité partielle. Bien entendu, une ordonnance a été prise, j'ai envie de dire relativement rapidement, c'est l'ordonnance du 27 mars 2020 qui est venue nous préciser et rassurer tout le monde en disant que le chômage partiel pouvait s'imposer aux membres du CSE sans que l'employeur n'ait à recueillir leur accord. Merci de la précision. Dès lors qu'elle affecte tous les salariés de l'entreprise, de l'établissement, du service ou de l'atelier auquel est affecté ou rattaché l'intéressé. Donc, bien entendu, si l'entreprise est fermée en totalité ou si j'ai un service qui est totalement à l'arrêt, le fait que je sois salarié protégé ne me permet plus aujourd'hui de m'opposer à la mesure de chômage partiel. Mais qu'en est-il de l'individualisation de l'activité partielle pour les représentants du personnel? Et là, c'est ce que je vous mettais dans le support, puisqu'il y a une question qui reste en suspens. L'individualisation de l'activité partielle affecte-t-elle dans la même mesure tous les salariés de l'entreprise? Si la réponse est non, alors l'employeur semble devoir recueillir l'accord du représentant du personnel avant de le placer en activité partielle individualisée. Ça veut dire, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, si j'arrive, et c'est pas simple, à mettre en place mon accord dans l'entreprise, mais que j'ai des représentants du personnel, encore va-t-il falloir dans un deuxième temps que je m'interroge sur la question de savoir si l'individualisation de mon activité partielle affecte dans la même mesure tous les salariés de l'entreprise. Si ce n'est pas le cas, le représentant du personnel retrouverait son droit d'opposition au titre de l'activité partielle. Donc je reviens sur ce que je disais tout à l'heure et sur ma, on va dire, forte préconisation d'appel au volontariat. Et ben je réponds aux deux questions, puisque ça me permet d'individualiser. Et si j'ai un salarié représentant du personnel qui est volontaire dans un sens ou dans l'autre, eh bien je passe l'obstacle de la protection puisque je l'ai consulté. Donc finalement, je fais une pierre deux coups. Voilà, ça c'était juste une petite parenthèse pour les salariés protégés qui, vous le savez, font toujours l'objet de dispositions distinctes. Donc là, petit warning à avoir à l'esprit face à une structure où on a un représentant du personnel. Et deuxième point que j'avais mis, même si ce n'est pas forcément en lien, mais moi j'en fais un élément de l'individualisation de l'activité partielle, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sur les dispositifs d'absence exceptionnelle qui sont maintenus après le 1er mai, c'est-à-dire les 3 dispositifs qui sont sur la diapo suivante. Si Xavier peut nous la mettre à l'écran. Les parents contraints de garder leur enfant, on en a parlé. Les personnes présentant un risque de développer une forme sévère de la maladie, ou enfin les personnes cohabitant avec des personnes fragiles. Ces personnes concernées sont placées en activité partielle par leur employeur qui leur versera une indemnisation. Donc c'est-à-dire que ça rejoint malgré tout notre question, puisque le dispositif de garde d'enfants, il était jusqu'à présent traité à part de l'activité partielle. Aujourd'hui, tout le monde bascule dans l'activité partielle. Sauf que quelqu'un qui vous dit qu'il doit garder son enfant, qui vous remet l'attestation sur l'honneur jusqu'au 31 mai, comme on l'a vu tout à l'heure, distinction, première période jusqu'au 31 mai,
deuxième période à partir du 1er juin. J'ai finalement une individualisation de l'activité partielle puisque j'ai bien 2 salariés différents, un qui pourrait travailler parce qu'il n'est pas sur l'un de ces 3 dispositifs et un qui ne travaille pas. Pourquoi? Parce qu'il doit garder son enfant. Donc ça, c'est aussi pour moi un outil de l'individualisation de l'activité partielle. Et sans en faire non plus un détournement, il y a peut-être un intérêt stratégique à rappeler à des salariés qu'on n'aurait pas forcément envie de voir revenir, qu'ils peuvent continuer à bénéficier de ce dispositif et qu'ils basculeront dans l'activité partielle. Donc là, c'est pour ça que j'avais intégré ce point, puisque je considérais que c'était aussi un élément d'individualisation, en plus de l'appel au volontariat, en plus de tout ce qu'on vient de se dire, qui permet là aussi de contourner un petit peu le dispositif de l'ordonnance, qui est particulièrement compliqué. De Rémi qui concerne cette slide, comment doit se faire la justification de ces 3 cas dérogatoires? Alors, sur le premier cas, sur la garde d'enfants, une simple attestation sur l'honneur suffit. Sur les 2 autres, il faut ce qu'on appelle un certificat d'isolement du médecin traitant, sachant que là, je peux vous faire passer des éléments complémentaires, puisqu'il y a un document qui a été mis en place, des fiches techniques de la Caisse primaire d'assurance maladie, qui précise chacune des étapes et chacun des justificatifs obligatoires. Mais en synthèse, c'est ça. Sur le dispositif de garde d'enfants, c'est l'attestation sur l'honneur. Et sur les personnes qui présentent un risque de développer une forme sévère ou qui cohabitent avec des personnes qui ont elles-mêmes un risque de développer une forme sévère, c'est le médecin traitant qui remet un certificat d'isolement. Parfait. J'ai 2 autres questions sur le chat, mais qui me paraissent assez générales et je propose donc d'avancer. Je les ai bien vues, hein. C'est une question de Sabine ainsi qu'une question de Virginie. On les traitera, si vous le voulez bien, à la fin, parce qu'elles me semblent plus générales. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On poursuit? On poursuit. J'ai l'accord sur le chat au moins de Virginie. Donc, tu peux continuer. Okay. Alors là, je n'ai pas inventé la poudre sur cette diapo, puisque j'ai fait un copier-coller de ce qui avait été mis à jour il y a tout simplement 48 heures par le ministère du Travail. Et j'ai eu la question à plusieurs reprises. La question est très simple, et la réponse aussi d'ailleurs. L'employeur peut-il refuser le placement en activité partielle pour garde d'enfants ou pour les salariés vulnérables ou leurs proches? J'ai des clients qui m'ont appelé et qui m'ont dit « j'en ai marre, j'aimerais durcir le ton, moi je veux leur imposer un retour au travail ». Premier cas, sur la garde d'enfants, on l'a dit, c'est relativement souple jusqu'au 31 mai, ça risque de changer après le 31 mai, mais la réponse du ministère est très claire. Non, si le salarié présente un certificat d'isolement établi par un médecin de ville ou le médecin du travail ou une attestation sur l'honneur justifiant de la nécessité de maintien à domicile pour garde d'enfants, le placement en activité partielle est de droit. Donc là, c'est très clair et ça rejoint la question qui était posée tout à l'heure par Rémi avec les 2 justificatifs. Dans les 2 cas, l'employeur et le salarié, là, il faut un peu de politique et de social, voire de la RH. Le ministère nous dit dans les 2 cas, l'employeur et le salarié peuvent échanger. Merci de la précision, il a fallu quand même un texte pour nous dire que l'employeur et le salarié pouvaient échanger préalablement à la mise en œuvre de l'activité partielle pour permettre la mise en place d'une solution de télétravail si elle est possible. Mais ce qui supposera bien évidemment l'accord des 2 parties et notamment du salarié, puisqu'aujourd'hui, j'insiste, le fait d'opposer la garde d'enfants est un motif qui permet de s'absenter de l'entreprise et qui peut me permettre de refuser en qualité de salarié du télétravail puisque je considère que je dois m'occuper de mes enfants. Il y a eu une coupure, Jérémy. Est-ce que tu peux juste reprendre les 30 dernières secondes, s'il te plaît? Oui, ça a coupé quand? Les 30 dernières secondes. Ok, je vais rembobiner, mais c'est filmé, donc tu dois les avoir dans la boîte. Non, je disais qu'il avait fallu un texte quand même. Je trouvais la fin de la réponse du ministère assez originale,
puisque le ministère écrit quand même dans un guide à destination des chefs d'entreprise et des salariés que l'employeur et le salarié peuvent échanger. Voilà, alors je trouve que c'est quand même très perspicace et pertinent de la part du ministère que de rappeler que l'employeur et le salarié pouvaient échanger préalablement à la mise en œuvre de l'activité partielle pour permettre la mise en place d'une solution de télétravail si elle était possible. Et je disais que cette solution de télétravail en articulation avec un dispositif de garde d'enfants supposait l'accord des deux parties, hein, puisque quand bien même l'employeur demanderait au salarié d'être en télétravail, si le salarié établit une attestation sur l'honneur et a à charge un enfant de moins de 16 ans ou un enfant de moins de 18 ans handicapé, il peut considérer qu'il est en autorisation d'absence et donc ne pas basculer sur un dispositif de télétravail. Merci, Jérémy. Je t'en prie. On poursuit. Ah, Voilà. c'était la dernière. C'était la dernière. C'était la dernière. J'avais essayé d'être volontairement synthétique, puisque l'ordonnance, on l'a vu, elle est compliquée à mettre en œuvre. Il y a d'autres leviers, bien évidemment, et tous ceux qu'on vient de voir. Et je suis à disposition pour répondre aux questions qui pourraient se poser. Alors, j'ai effectivement des questions. Je vais arrêter de partager mon écran, ça vous évitera d'avoir mes notifications. Hop, il faut que je remette le chat. Alors, dans l'ordre d'arrivée des questions sur la rétroactivité de l'ordonnance, une question de Christian. Est-ce que cette ordonnance, elle est bien rétroactive? Est-ce que l'ordonnance est rétroactive? Oui. Tout à fait. C'est très clair. Virginie Martin, qui est juriste, c'est facile pour moi parce que c'est écrit à la Fédération, en droit social à la Fédération du bâtiment. Virginie, vous voulez la poser vous-même, votre question, ou je m'en fais le relais? Si vous voulez la poser, je vous laisse ouvrir votre micro. Sinon, je me fais le relais. Allez, j'y vais. Alors la question, je la lis. Jérémy, si je comprends bien, l'appel au volontariat dans le cadre de l'individualisation de l'activité partielle permettrait de contourner la mise en place d'un accord d'entreprise pour les moins de 11, point d'interrogation. Vous avez bien compris, c'est bien ça. Dans les moins de 11 et même dans les plus de 11, ça permet de contourner partout en fait. Puisque finalement, l'ordonnance, c'est là qu'on voit qu'il y a quand même un décalage entre les textes et les besoins de l'entreprise. L'ordonnance, en fait, elle vise à mettre en place un outil qui est un moyen de contrainte que va pouvoir utiliser l'employeur à l'encontre de ses salariés. Hein, c'est vraiment ce qu'on nous dit. Alors qu'avant de passer à la contrainte, il y a peut-être une phase d'interrogation et de sondage, on va dire, des collaborateurs en direct. Donc, bien évidemment, plutôt que de mettre en place un accord qui peut ne pas emporter l'adhésion de tout le monde, hein, on le disait tout à l'heure, dans les entreprises de moins de 11 ou de moins de 20 qui ont un procès verbal de carence, ratification par les 2/3 du personnel. Ça veut dire que potentiellement, on peut avoir des salariés qui n'étaient pas pour, mais qui vont se voir imposer ce dispositif qui a été ratifié par les 2/3 du personnel. Ça veut dire que dans la masse, on a malgré tout des salariés qui étaient contre. Je vais jusqu'au bout du raisonnement, les salariés étaient contre. Mais puisque l'accord est pris, potentiellement, je vais pouvoir leur imposer de reprendre. Et le risque, j'insiste, c'est aussi en lien avec le sujet que vous avez évoqué hier, c'est qu'il y ait des reproches qui soient adressés par les salariés pour justifier de son absence, en s'appuyant bien entendu sur l'hygiène et la sécurité. Ça rejoint le sujet de la mise à jour du document unique d'évaluation des risques. Ça rejoint la pertinence des mesures de prévention qui sont mises en place. Et on sait que c'est un sujet qui va être opposé très largement par des salariés qui n'ont tout simplement pas envie de reprendre. Donc en priorité, moi ma position, c'est de dire il faut faire dans un premier temps avec ceux qui ont envie, sous réserve que ce soit bien entendu conciliable avec les besoins de la société, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tu as eu un parfait de la part de Virginie.
C'est gentil. Je me fais l'écho d'une question de Sabine. Ça te va, Sabine? Je la pose moi? Je te laisse ouvrir ton micro. Allez, je la vois. Mais je peux la poser si tu veux. Ah oui. Alors, je précise juste à l'attention de Jérémy que la question est posée par Sabine, qu'elle a une belle société qui prépare des voitures de course dans la région d'Alès, à la fois moderne et à la fois classique. Et connaissant Jérémy, la réponse, je n'ai pas la réponse, je me déplacerai des fins du confinement dans votre société et n'est pas autorisée. Mais Jérémy, tu es invité quand tu veux, il n'y a pas de souci. Merci, parce que mon ami Xavier n'est pas toujours mon ami quand même. Hein. Il pose des règles du jeu en cours de route, hein, à charge de revanche. Donc moi, ma question est un petit peu particulière parce que je suis dans une phase où j'embauche pas mal de jeunes et j'ai pas mal de jeunes qui sont en CDD. Ces jeunes, ils ont quitté toute leur racine où ils étaient, ils sont arrivés ici et on les a pris en CDD il y a 6 mois. Et là, on arrive en fin de période de CDD. Nous, on est très contents de leur travail. Ils ne sont pas, eux, en période d'activité partielle, puisque c'est d'autres personnes qui y sont. Est-ce que j'ai le droit de reconduire ou pas ces CDD, sachant que j'ai d'autres personnes dans l'entreprise qui sont en activité partielle? Oui, il n'y a pas d'interdiction de reconduire les CDD. Par contre, les salariés en CDD, comment on les articule dans l'activité partielle en fait? En fait, on a différents postes et ces différents postes, alors, on n'a pas forcément fait exactement tout ce que tu nous as exposé juste avant, mais dans ces différents postes, on a identifié des secteurs où on avait besoin et on a continué à faire profiter tout le monde et pas forcément les plus anciens de cette période d'activité. Voilà, ils sont en règle générale célibataires, sans enfants, ils n'ont qu'une envie, c'est de travailler, donc on en profite. Oui. Alors, question dans la question, quel est le cas de recours au CDD, le motif? Nouveau championnat. Nouveau championnat, on est écurie de compétition auto, et donc nouveau championnat à la base. Oui, ok. Le problème, c'est que nouveau championnat, moi, je ne l'ai pas en tête dans le code du travail, celui-là. Alors, il va falloir qu'on creuse un peu. Il doit être dans une circulaire, je n'ai pas dû le voir. Non, plus sérieusement, déjà, vous êtes sur un cas de recours au CDD qui n'en est pas un. Donc, autant vous dire qu'ils sont en CDI. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ça m'embêterait quand même que vous fassiez de l'accroissement temporaire d'activité en période d'activité partielle. Là, on va avoir plus de mal à justifier deux choses. Déjà, la réalité du cas de recours au CDD, parce que comment est-ce que je peux justifier que je suis sur un accroissement temporaire d'activité quand j'ai de l'activité partielle? Et là, pour le coup, ça rentre un petit peu plus dans le giron de la directe, qui est de dire, mais à quel titre vous sollicitez de l'activité partielle et à quel titre vous demandez à vous faire rembourser des heures quand vous faites à côté de l'accroissement temporaire d'activité. Donc, quand je vous dis sur le principe, il n'y a pas d'interdiction à renouveler des CDD, je le pense. Ensuite, tout dépend du cas de recours au CDD. Et là, ce qui m'inquiète, c'est que nouveau championnat, le championnat, il dure combien de temps? On ne sait pas quand il va commencer. D'accord. Mais les contrats ont commencé. Oui, bien sûr. Et se poursuivent. Quand on a pris un contrat de CDD de 6 mois, on se doit quand même d'honorer le contrat de CDD, quoi. On doit aller jusqu'au terme du contrat, je suis d'accord avec vous, mais là, vous étiez plutôt sur l'interrogation de le renouveler, en fait. Oui. Ouais. Donc, je pense malgré tout que je prendrai ma voiture et que je viendrai vous voir parce qu'il y a un truc qui me tracasse, là. N'hésitez pas. Ouais. Non, mais là, on est... Non, on n'est pas... Il est arrivé. On n'est pas vraiment dans les clous. Je ne peux pas vous dire que... Là, vous prenez un double risque. Le premier risque que vous prenez, c'est déjà d'une remise en cause du caractère par nature temporaire du contrat. Donc que les intéressés vous disent mais finalement nous ne sommes pas en CDD, nous sommes en CDI, donc vous vous fragilisez vis-à-vis des salariés. Et puis deuxièmement,
si vous me demandez de le plaider, hein, il faudra que je prenne vraiment du Guronzan, parce qu'il va falloir s'interroger quand même sur la capacité à expliquer qu'on sollicite des heures au titre de l'activité partielle, quand à côté de ça, on renouvelle des CDD, éventuellement sur un accroissement temporaire d'activité. Là, ouais, je pense que ça va être du Guronzan et du Lion quand même. Le cocktail des deux sera nécessaire. Ça marche. Merci. Oui, je vois également le visage de Crisé qui occupe des fonctions de conseillère prud'homale et qui là pour le coup est de l'autre côté et qui même dans le collège employeur a l'air de s'interroger. Oui, là à mon avis, on irait au moins en départage là-dessus. Ouais. Toujours dans l'ordre des questions, je ne vois pas Sophie Vanek, mais je crois qu'elle est toujours connectée. Sophie Vanek, qui est journaliste notamment au Réveil du Midi et qui pose une question. Passer de l'arrêt maladie enfant à chômage partiel implique un salaire à 70% du brut, point d'interrogation. Oui. Alors là aussi, c'est extraordinaire. Comme quoi les politiciens arrivent à faire avaler des couleuvres, puisque au départ, je refais juste l'historique, mais c'est directement en lien avec la question qui est posée, c'était toute la difficulté de l'indemnisation de ces arrêts, puisque dispositif de garde d'enfants, avant le Covid-19, quelqu'un qui vous disait je dois garder mon enfant devait soit demander une autorisation d'absence, être en congé sans solde, soit poser des congés payés, mais il n'existait pas de dispositif d'indemnisation pour quelqu'un qui devait garder son enfant. Bon. Donc déjà, c'était au départ curieux que ce soit la branche maladie qui intervienne, puisque dans l'histoire, personne n'était malade. Ni le salarié, ni l'enfant. C'est juste qu'il y avait un problème de garde. Donc, première curiosité, c'était la branche maladie. C'était comme ça, on a un texte qui est sorti qui permettait de dire c'est la branche maladie. Deuxième interrogation, qu'en était-il du complément employeur? Pourquoi? Puisque aujourd'hui, le Code du travail, le Code de la sécurité sociale prévoit que l'employeur doit compléter les indemnités journalières de sécurité sociale lorsqu'il y a un arrêt de travail, un salarié qui est malade. Or là, il n'y avait pas d'arrêt de travail. Le texte était clair et nous disait il faut prendre en charge 90% du brut. Les règles étaient posées. Sauf que ça a posé une autre difficulté, puisqu'on a des entreprises qui avaient souscrit des contrats auprès d'organismes d'assurance pour que les organismes d'assurance prennent en charge le complément au-delà des indemnités journalières de sécurité sociale. Qui les assureurs se sont désengagés et ont dit nous on ne payera rien puisqu'on vous avait fait une évaluation du risque et une tarification pour des arrêts de travail et là vous êtes en train de nous charger la mule avec des dispositifs de garde d'enfants qu'on n'avait pas pu anticiper donc on va exploser, donc on ne prend pas en charge. Sauf que la réalité c'est que le salarié avait 90% de son salaire brut, ce qui faisait un maintien quasiment du net à peu de choses près. Et le gouvernement, alors qu'en réalité, la seule difficulté, c'est que la branche maladie commence à être asphyxiée et les organismes nationaux de sécurité sociale ont tiré la sonnette d'alarme en disant nous, branche maladie, on ne peut pas continuer à payer, il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui paye. Donc l'idée a été de dire, eh bien, ces gens-là, on va les basculer dans le cadre de l'activité partielle pour que ce soit l'État et l'UNEDIC qui prennent le relais. Sauf que, en réalité, j'étais mieux indemnisé lorsque j'étais en dispositif garde d'enfants que si je passe en activité partielle. Donc, on a effectivement une diminution du montant de l'indemnisation et on passe bien évidemment à 70% du salaire brut, soit 84% du net, quand j'avais précédemment plus en dispositif de garde d'enfants dans le régime indemnité journalière de sécurité sociale plus complément employeur. Ça, c'était vrai pour une partie de la population, puisque le Code du travail nous dit, au-delà d'un certain nombre de mois d'arrêt de travail et en fonction de votre ancienneté, vous tombez à 66%. C'est vrai, mais sauf qu'il existe en France quand même un certain nombre de conventions collectives et que le texte nous disait que les dispositions conventionnelles devaient être appliquées et qu'il fallait faire une comparaison globale entre le dispositif Code du travail
et le dispositif convention collective. Donc, pour répondre très concrètement à la question qui est posée, oui, on bascule sur le même mode de calcul, soit 70% du salaire brut, et il y a donc une perte de rémunération pour un certain nombre de salariés qui étaient mieux couverts au titre du dispositif garde d'enfants dans la branche maladie que dans la branche chômage, État plus Unédic. Jérémy, j'ai une question de Swan. Si j'ai un salarié qui vit avec une personne à risque, qui souhaite quand même venir travailler, si j'ai un salarié mais qui souhaite... Excuse-moi Xavier, je t'ai pas bien entendu. Si j'ai un salarié qui vit avec une personne à risque, mais qui souhaite quand même venir travailler, est-ce que je dois lui faire signer un document? Oui, c'est souhaitable. C'est vraiment souhaitable, puisqu'en fait, le dispositif, que ce soit garde d'enfants, personnes vulnérables, etc., le certificat d'isolement, c'est au salarié de le remettre. L'employeur n'a pas l'obligation d'interdire, on va dire, l'accès aux locaux. Mais par contre, si on a l'information, là aussi, au titre de l'obligation quand même de sécurité de résultat, moi, je considère qu'il est préférable qu'on ait un écrit du collaborateur. Entendu. Une question de Daniel que je vais lui laisser poser, s'il est d'accord. Daniel, c'est à toi. Oui, merci Président. Je suis d'accord. Salut Jérémy. Aujourd'hui, un salarié qui est malade n'a que deux possibilités, soit il est en maladie, soit il est en accident de travail, soit il est en maladie professionnelle. La notion de maladie professionnelle oblige à avoir une certaine progression dans la définition de la maladie. Un accident du travail, c'est un accident qui arrive de manière soudaine par le fait ou à l'occasion du travail. On prend un piron sur la tête, on se coupe un doigt, des choses comme ça. Dans le cas qui nous intéresse avec le Covid, on peut très bien être malade dans 10 jours parce qu'on l'a attrapé chez n'importe qui, même si on a un huissier qui a fait un constat de procédure en place et de matériel en place. Quid de l'arrêt maladie lorsque le salarié se trouvera trop faible pour pouvoir travailler? Comment, à ton avis, va réagir le médecin du travail? Qu'est-ce qu'il va noter sur le CERFA d'Amélie? Voilà. À ton avis, comment ça va se passer? Merci. Alors, effectivement, première remarque, déjà, il y a une grande différence entre l'accident de travail et la maladie professionnelle, puisque l'accident de travail, et tu l'as dit Daniel, suppose d'avoir ce que l'on appelle le critère de soudaineté, c'est-à-dire que je dois avoir un fait précis, soudain, et que je peux dater dans le temps. En matière de Covid-19, c'est quasiment impossible que ce soit un accident de travail, puisque ça supposerait d'être en mesure de dire j'ai attrapé le virus tel jour, à telle heure, dans l'entreprise, dans telles conditions. Strictement impossible. Et j'en parle en connaissance de cause, puisque j'ai échangé avec la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard là-dessus. Les dossiers qui seront étudiés seront donc des dossiers de maladie professionnelle, et non pas d'accident de travail, puisque n'ayant pas le critère de soudaineté. La maladie professionnelle, vous le savez, en France, elle repose sur des tableaux. Donc deux cas de figure, soit je suis dans un tableau, soit je suis hors tableau. Aujourd'hui, il n'y a pas de tableau Covid-19. Ce qui ne veut pas dire que je ne peux pas déclarer une maladie professionnelle. Je peux déclarer une maladie professionnelle hors tableau qui sera étudiée par ce qu'on appelle le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sous réserve que la caisse primaire d'assurance maladie, et plus précisément le médecin conseil de la caisse, caractérise un taux d'IPP d'au moins 25%. Donc, ça veut dire que j'ai quand même des capacités physiques qui sont largement réduites. Et aujourd'hui, heureusement, même des personnes qui ont le Covid-19, moyennant quelques jours de repos et les traitements qu'on connaît, notamment marseillais de notre ami Didier Raoult,
on n'a pas forcément de séquelles et de taux d'IPP au moins supérieur à 25%. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui viendrait déclarer une maladie professionnelle au titre du Covid-19, qui, heureusement pour lui, n'aurait pas de séquelles, ne verra pas son dossier étudié par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, tout simplement parce que le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie n'aura pas caractérisé un taux d'IPP d'au moins 25%. Deuxième cas de figure, j'ai le Covid-19, malheureusement, ça se passe moins bien pour moi d'un point de vue médical, j'ai des problèmes respiratoires importants et le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie considère que le taux d'IPP est d'au moins 25%. Le dossier sera donc transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui, pour reconnaître la maladie dans le cadre des pouvoirs qui lui sont attribués, devra être en capacité de faire le lien entre l'activité professionnelle et l'incubation du virus. Ce qui est quand même très délicat, puisqu'aujourd'hui, où est-ce qu'on a attrapé le Covid? On ne le sait pas. Au supermarché, peut-être en rencontrant une personne qui était d'ailleurs asymptomatique et qui elle-même n'était pas au courant qu'elle avait le Covid-19, ou bien, cas un petit peu plus particulier, je suis sur du personnel soignant dans un EHPAD, nous sommes un cluster, toute histoire avec une situation connue est forcément involontaire, et je suis en mesure d'imaginer, ou en tout cas de présumer très fortement, puisqu'étant dans le cadre de mes fonctions au contact de nombreuses personnes qui étaient porteuses du virus, là on n'a pas le recul aujourd'hui, puisque quand bien même on serait dans cette situation, pour moi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ne pourra pas établir avec certitude que le virus a été transmis dans le cadre des fonctions professionnelles. Donc là, je suis très curieux de voir comment vont évoluer les dossiers, parce qu'on va en avoir, bien évidemment. Donc aujourd'hui, pour répondre très simplement, est-ce que ce sera un accident de travail? Non. Est-ce que ce sera une maladie professionnelle? Éventuellement oui, sous réserve malgré tout que l'état de santé soit dégradé, puisque j'insiste, il faut qu'il y ait un taux d'IPP d'incapacité physique permanente d'au moins 25%, ce qui n'est quand même pas rien. Et ensuite, que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles soit en capacité de faire le lien entre les conditions de travail et l'incubation du virus. Mais on aura des comités qui vont en reconnaître, c'est sûr, et on aura du contentieux. Donc, ça veut dire aussi que lorsque le salarié va aller chez son médecin du travail chez son médecin traitant, le CERFA, ça sera une simple maladie qui, après un moment ou un autre, risque d'évoluer dans le temps ou pas, on a bien compris, mais la durée d'absence du salarié risque de durer plusieurs semaines, hein, et donc à ce moment-là, il faudra faire des reconductions de maladies. Oui, dans un premier temps, ça sera traité comme une maladie, en principe. Ensuite, on a toujours des exceptions. On a des médecins traitants qui n'hésiteront pas à écrire ça sur un formulaire de maladie professionnelle, j'en ai la certitude. On le voit déjà sur les dossiers de dépression, puisqu'aujourd'hui, sur un sujet parallèle, tout ce qui est risques psychosociaux, burn-out, etc., tout ça ne fait pas l'objet d'un tableau au titre des maladies professionnelles. Mais vous avez malgré tout des médecins traitants qui, par conviction personnelle, on va dire, vous sortent le CERFA maladie professionnelle, vous cochez la case, vous mettez une date de première constatation médicale et font comme si finalement on était sur un tableau. Donc on aura, c'est sûr, des médecins traitants qui ne se contenteront pas de sortir le formulaire CERFA maladie ordinaire, si on peut dire, mais de basculer sur le CERFA maladie professionnelle, ce qui ne changera pas grand-chose au niveau de l'interprétation de la caisse, qui devra toujours de toute façon caractériser un taux d'IPP d'au moins 25%. Merci. Merci. C'est pas une question, c'est une demande de confirmation de la part de Sabrina qui dit, et je pense qu'elle comprend
comprends bien, si je peux individualiser si les services sont distincts. Personnel, par exemple, ADM administratif et personnel de chantier, par exemple. Exactement, exactement. C'est par service. C'est-à-dire que la question de l'individualisation, elle ne va se poser qu'au sein d'un service et entre des personnes qui, au sein du service, ont des qualifications identiques ou similaires. C'est tout. Ensuite, une fois qu'on est en capacité de faire une différenciation objective, on peut individualiser, sans problème. Donc ça, c'est déjà un premier levier, bien évidemment. Je ne peux pas me faire retoquer si je laisse un personnel administratif au chômage partiel et que j'engage une embauche, par exemple, sur du personnel de chantier. Ah non, pas du tout. Vous ne créez rien, parce que là, vous êtes sur deux fonctions distinctes. D'accord. C'est bon, c'est clair. Merci. Je vous en prie. Et moi, alors, plutôt que d'écrire, je vais prévenir Crisé qu'il va falloir qu'elle ouvre son micro pour poser sa question parce que perso, elle m'a perdu. Mais entre-temps, ben voilà, elle l'a ouvert. Je la laisse poser et je prépare également Virginie qui devra apporter un complément et du coup, pour le coup, le faire elle-même en ouvrant son micro. C'est à toi, Crisé. Crisé. Malheureusement, on t'entend pas, Crisé. Non, elle n'y arrive pas. Bon, on va demander à Virginie de bien vouloir ouvrir son micro pour apporter, elle souhaitait apporter un complément d'information par rapport à une question de Sabine. Il faut ouvrir le micro en passant juste sur l'écran. Vas-y Virginie, tu peux ouvrir ton micro. Non. Alors là, pour le coup, c'était Virginie Martin qui souhaitait apporter un complément d'information par rapport à la question de Sabine, mais je ne pourrais pas le faire à la place. Donc, Virginie, il faut activer le micro juste pour prendre la parole. Vous m'entendez? Ça fonctionne. Ah, ça y est, on t'entend. Ok. Alors, donc je disais que pour les cas de CDD, est-ce que ces CDD-là appartiennent à un groupe ou à un service particulier dans l'entreprise? Admettons que, comme on raisonne par unité de travail, est-ce que… Oui, oui, j'ai différentes unités de travail et cette unité de travail-là n'est pas forcément très impactée puisqu'il a d'autres compétences et en fait, je l'utilise sur d'autres choses, en particulier la restauration de véhicules historiques. Voilà. Donc, Jérémy, je me disais, si ces salariés en CDD font partie de cette unité de travail qui, elle, n'est pas impactée par l'activité partielle, Sabine pourrait très bien renouveler les CDD qui sont partie de cette unité. C'est pareil pour les intérimaires, par exemple. On peut très bien avoir des salariés permanents de l'entreprise qui soient en activité partielle parce que leur unité l'est et continuer à prendre des intérimaires pour l'autre unité qui bosse, quoi. Je suis complètement d'accord. Charge à nous ensuite de bien caractériser la différence entre les services. Exactement. Ouais, tout à fait. Donc, Sabine, est-ce que ça répond à votre question? Ouais, c'est très très gentil, merci. Alors, c'est pas simple parce que forcément, dans ces activités, on repense tous les jours qui doit faire quoi. Mais oui, je peux travailler aussi en unité de travail et puis expliquer très facilement que j'ai besoin de garder ces CDD parce que je l'ai changé d'unité de travail. Ouais. Merci. En prie. Je vois que Sabine est l'objet de nombreuses attentions. Je précise qu'elle nous a tous invités sur le chat et qu'il y a même une proposition d'accompagnement
Jean-Philippe Navarro avec sa vieille petite 504. Voilà. Un brin d'humour ne fait pas de mal. Chryzé, je vois que ton micro est ouvert. Peut-être as-tu trouvé la solution? Non, pas trouvé la solution. Alors, précise-moi ta question, s'il te plaît. Moi, j'ai pas très bien compris sur le chat et à ce moment-là, je m'en ferai l'écho. Mais là, non. Malheureusement, on ne t'entend pas. Il y avait Sophie qui sollicitait par rapport à l'écrit pour une personne qui serait à risque. De quel écrit peut-être demander au salarié qui vit avec une personne à risque sans transgresser le secret médical? J'ai pas bien entendu la question. De quel écrit, qu'est-ce qu'on peut demander à un salarié qui vit avec une personne à risque dans la mesure où on est aussi tenu, enfin il y a le secret médical par rapport à ça, est-ce que ça pose pas un problème? Non, parce que là, nous, on ne transgresse pas le secret médical. C'est-à-dire que il faut jamais perdre de vue que l'obligation de sécurité de l'employeur, elle est toujours appréciée de manière très large dans le cadre des contentieux. Donc, dès l'instant qu'on a connaissance d'une situation telle qu'un salarié qui vit avec une personne à risque, on ne peut pas non plus partir sur la politique de l'autruche et considérer qu'on fasse comme si on ne le savait pas. Donc, il faudrait à minima qu'on ait une attestation ou en tout cas un écrit circonstancié, sans entrer dans le détail non plus, du collaborateur qui nous confirme être en capacité de reprendre compte tenu de sa situation familiale, par exemple. Merci Jérémy, je pense que ça répond à la question. J'ai une question de Rémi Bouscarel que je vais lui laisser poser. S'il veut bien, je vois que lui, il a le casque, il est tout équipé. Vas-y Rémi. Il était allumé, tu l'as recoupé Rémi. Vas-y, on va pouvoir t'entendre. Ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, à partir du 11 mai, est-ce que les aides de l'État sur l'activité partielle perdurent ou bien c'est à l'employeur de prendre en charge l'activité partielle, hein? Alors, les conditions sur le mois de mai vont rester identiques sur l'activité partielle. Donc, ça ne va pas bouger. C'est postérieurement au 31 mai, c'est-à-dire à partir du 1er juin, que là, le dispositif d'activité partielle va évoluer de manière progressive, nous dit-on, mais en tout cas, ces mesures vont être forcément incitatives à la reprise d'activité. Donc, on va avoir des taux de maintien de salaire qui seront beaucoup plus bas. Mais en l'état actuel, jusqu'au 11 mai et même postérieurement au 11 mai, jusqu'au 31 mai, le dispositif d'activité partielle reste identique à celui qu'on a aujourd'hui. D'accord, merci. Ce qui veut dire que bon, s'il y en a des gens qui, à partir du 11 mai, ne peuvent reprendre pour les raisons qu'on évoquait tout à l'heure, garde d'enfants ou situation de fragilité ou le troisième cas, hein, il faut les déclarer en activité partielle et on fait l'avance et c'est remboursé après. Exactement, exactement. Et ça posait d'ailleurs une question dans les entreprises où il n'y avait pas d'activité partielle, puisque moi j'ai des clients qui avaient une poursuite d'activité à 100% et qui aujourd'hui vont se retrouver dans l'obligation de déposer une demande d'activité partielle du seul fait que des salariés passent en garde d'enfants, puisque relevant aujourd'hui du régime de l'activité partielle. Et parfois dans des secteurs d'activité où on n'a pas d'éléments économiques du tout pour justifier de l'activité partielle. Sachant, pour être tout à fait complet, à l'heure actuelle, le site de l'administration n'a pas été remis à jour et vous n'avez toujours pas d'onglet de motifs d'activité partielle au titre de la garde d'enfants. Parce que là, des clients m'appellent en me disant « mais je coche quelle case ?» Parce que moi, j'ai pas de diminution, j'ai rien du tout, j'ai juste des gens qui sont en garde d'enfants, je les mets où? Je leur dis « pour l'instant, je ne sais pas, donc il y a une case autre
on les a mis dans autres, mais on n'a pas pu faire mieux. Merci. Je vous en prie. Une question de Sophie. Après, t'arrêtes, hein, Sophie. Ça finit, t'as mangé ton quota. Hein. Bien sûr, parce que Sophie, elle pose des questions pièges. Hein. Je rappelle qu'elle travaille en partie pour le réveil du midi. Et Jérémy, je t'ai fait passer le mot tout à l'heure. Peut-on faire, peut-on faire des heures supplémentaires, faire des heures supplémentaires à des salariés maintenus alors que d'autres sont au chômage partiel total? Alors là, réponse très claire, non, si on est au sein d'un même service. Puisque là, on créerait une inégalité de traitement. C'est-à-dire que je favoriserais, exemple très concret, hein, j'ai une équipe de 4 salariés, j'en laisse 2 à la maison, les 2 qui sont à 100%, en plus, je leur demande de faire des heures supplémentaires. Donc là, j'individualise et je surindividualise d'ailleurs mon activité partielle en creusant le fossé entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Donc là, surtout pas. Dès l'instant, bien entendu, qu'on est au sein du même service. Bon, elle dit merci avec un sourire malicieux, j'ai très très peur. Les amitiés à Marie-Christine. J'ai une question de Daniel sur la périodicité de la mise à jour du DU avec l'évolution de la situation sanitaire dans l'entreprise. Oui, bonjour Jérémy. La mise à jour du DU arrive à minima une fois par an. On l'a vu hier avec les femmes fabuleuses intervenantes. Donc, à minima une fois par an, mais aussi en cas d'accident ou en cas d'évolution de la situation sécurité dans l'entreprise. Donc, lundi, je mets mon DU à jour. Il est calé avec les procédures, il est calé avec le matériel, il est calé avec la vie de l'entreprise sur ce premier jour de redémarrage. Mais j'ai une évolution de la situation sanitaire d'un de mes salariés, j'ai un cluster dans le village, voilà, 15 jours après, 6 mois après, est-ce que je dois remettre à jour mon DU et si oui, ça n'engage que ma responsabilité. Est-ce que la médecine du travail peut être aidée, ne rigole pas. Voilà, merci. Attention Jérémy à la réponse, puisque Marc-Antoine, qui est le spécialiste DU et qui était l'intervenant d'hier. Alors, je vais quand même faire la réponse et je vais éviter de dire une grosse bêtise, mais sinon Marc-Antoine interviendra. La règle, c'est qu'effectivement, le document unique doit être mis à jour au moins une fois par an. Ça, j'ai envie de dire, c'est le minimum syndical. Premier point. Deuxième point, bien évidemment, dans le contexte actuel, obligation de remise à jour du document unique. Et ensuite, le document unique doit être remis à jour autant de fois que nécessaire, sans délai, puisque là, on est sur l'obligation de prévention. Le Code du travail n'encadre pas. Donc, Daniel, tu l'as rappelé, hein, il y a certains cas où effectivement la mise à jour est obligatoire après un accident grave, après toute modification importante des conditions de travail, etc. Mais là, dans la situation actuelle, dès l'instant que les conditions évoluent, le document unique doit nécessairement être mis à jour dès que possible. Voilà. Si Marc-Antoine n'est pas d'accord, il peut me mettre un carton rouge, je sortirai de la pièce. Je te remercie. Non, je ne vais absolument pas te mettre un carton rouge, tu as très bien répondu. Je voulais juste préciser qu'effectivement, la situation évolue pas de jour en jour, mais presque. Donc, les entreprises s'adaptent en fonction des informations qui arrivent. Et du coup, le document unique doit être mis à jour en fonction des modifications que l'entreprise va prendre. Si l'entreprise ne modifie pas sa réorganisation suite au Covid, le DU n'aura pas à être remis à jour. Par contre, dès qu'il y aura une modification qui est prise en compte, là oui, le DU devra faire l'objet d'une fameuse mise à jour et toujours ce que je disais hier, tracer vos mises à jour du document unique et je ne rajoute pas plus. Et j'ai envie de dire même au-delà de la modification de la situation, peut-être aussi, mais je parle sous ton contrôle Marc-Antoine, en fonction de l'évolution aussi de la connaissance du virus.
et des mesures de prévention qu'on va mettre en place, hein, indépendamment de toute décision, finalement, de toute initiative, mais en fonction, comme on dit, de l'état des connaissances scientifiques du moment. Tout à fait, tu as très bien répondu, Jérémy. Tu as fait le tour de la question. Donc oui, en fonction des évolutions qui arrivent et de ce que l'entreprise aura les moyens de faire face à ces nouveaux risques, ou en tout cas à l'évolution de ces risques. Je te remercie. Je t'en prie, merci à toi. Alors, on va prendre peut-être une dernière question de Crisier, puisqu'il est déjà 17h50, je vois. Alors, une question sur le recours aux heures supplémentaires alors qu'on a recours à l'activité partielle, de manière partielle dans l'entreprise. Ce recours aux heures supplémentaires s'apprécie-t-elle seulement à la semaine ou sur la période totale de recours à l'activité partielle? Ça, c'est une question qui est posée dans le chat ou pas? En privé. Ah, oui. Alors, on va la reprendre parce que tout dépend du mode d'organisation. Si on peut si tu peux me la reformuler, Xavier. Si ça ne dérange pas Crisier, voilà, c'est bon, c'est fait. Elle est dans le chat général. Alors, question sur le recours. De manière excellente. Ce recours aux heures sup s'apprécie-t-elle seulement à la semaine ou sur la période totale de recours à l'activité partielle? Les deux. Sur les deux. Puisque aujourd'hui, alors, question, avant de répondre à la question, est-ce que je suis sur un mode d'organisation du temps de travail habituel à la semaine ou est-ce que je suis sur un accord collectif qui aménage mon temps de travail sur une période plus longue, type cycle ou annualisation du temps de travail? À la semaine. Bon, donc le cadre, c'est à la semaine. C'est-à-dire que si je suis dans le cadre classique, typique du Code du travail, 35 heures semaine, je reste sur mon cadre hebdomadaire. De rien. Oui. Et allez, une dernière question, je ne dirai pas de qui. Les salariés en maladie d'enfant doivent-ils passer une visite médicale de reprise? Alors là, réponse très clairement non. J'ai eu la question puisque je travaille avec un certain nombre de services de santé au travail qui ne sont pas la ISMT. Donc c'est non, puisqu'en fait la visite de reprise, quand vous prenez le texte, il est très clair. On est bien sur des dispositifs d'arrêt de travail, puisque la finalité finalement de la visite de reprise, c'est de s'assurer que l'état de santé de l'intéressé permette la reprise dans de bonnes conditions. Sauf que sur la garde d'enfants, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas d'altération de l'état de santé qui justifierait l'intervention du médecin du travail pour une reprise. Merci Jérémy. Je crois que j'ai épuisé toutes les questions du chat. Ça correspond en plus à l'horaire que l'on s'était fixé. Écoutez, juste comme hier, vous avez eu des intervenants adhérents à la CPME, en la personne de Marc-Antoine et de Dominique, qui peuvent vous accompagner sur le volet DU et DU spécifique avec le Covid. Vous avez aussi, et je le remercie, Jérémy qui fait une proposition à l'ensemble des adhérents de la CPME pour évaluer avec eux un plan de reprise d'activité. Voilà, et simplement, ça rentrer dans les détails parce que ça ne nous intéresse pas et ne nous regarde pas. Jérémy a gentiment accepté de faire une formule qui est celle de ses clients abonnés aux adhérents de la CPME. Voilà. Donc, vous avez à la fois avec les intervenants d'hier et le document unique et les qualités de connaissances en droit du travail et en droit social de Jérémy, des partenaires adhérents CPME qui peuvent vous accompagner dans des démarches un petit peu plus précises, je dirais. Donc, merci encore une fois, Jérémy, pour ta participation. Merci à vous, merci de votre participation. Super. Voilà. C'est même plus agréable d'être en interaction. Non, vraiment, merci pour
pour l'intérêt porté à l'intervention. Merci à vous. Il y a beaucoup de messages de remerciements. Mais merci à tous pour vos messages de remerciement sur le chat. Encore une fois, merci à Isabelle et Corinne qui ne s'expriment pas, mais qui sont là en back-office. Merci à Yann d'avoir eu l'idée de monter ces visios il y a quelques jours de cela. Et tu vois qu'on a saisi la balle au bon, on continue. Et je pense qu'on continuera encore. Merci à toutes et à tous pour la qualité des échanges, votre discipline, parce que ce n'est pas simple. Et je vous dis à très bientôt, bon courage et n'hésitez pas, hein, on est encore toujours là. À très bientôt, au revoir à tous. Merci, bonne continuation à tous. Au revoir. Au revoir.